Don Normand Allende, militant indépendantiste, membre de Doare Franquis, qui a effectué des recherches de façon indépendante sur le nationalisme breton. Il avait déjà publié Aux origines du mouvement breton et en 2022 l'histoire du nationalisme breton, dité Allende. Merci terug holde dut hom hag un tachin gauche hier très lasket vo de monde pas refuns mais bea asclérant possible. Merci à vous toutes et tous d'être venus ici. Le programme aujourd'hui, l'approche historique de la notion d'autonomie, pour commencer, je pense que c'est une très bonne ouverture, parce qu'il ne faut pas oublier que l'idée d'autonomie, elle est ancienne en Bretagne, elle ne vient pas de nulle part. On pourrait faire tout un colloque sur ce sujet-là, mais exercice ô combien difficile s'il en est, en 14 minutes et 40 secondes, de vous résumer un siècle de militantisme. Alors, tout d'abord, il faut différencier le mot et le concept. L'apparition du mot d'autonomie sur le devant de la scène politique bretonne, il est assez facile à dater, c'est 1927. Le concept d'autonomie, néanmoins, est plus ancien. Il s'articule autour de deux approches qui sont à la fois différentes et parallèles, opposées sur certains points, mais éminemment complémentaires sur d'autres. C'est une dualité qui s'anime entre deux grandes familles des mouvements bretons et des idées bretonnes, que j'ai définies, moi, comme le nationalisme institutionnel et le nationalisme révolutionnaire. Donc deux mondes différents, mais qui sont liés, dont les frontières sont poreuses, où les mêmes groupes, les mêmes personnes peuvent passer de l'un à l'autre, selon les époques, selon les contextes. Certains peuvent être en apparence d'un mouvement, mais idéologiquement d'un autre. À travers cette idée institutionnelle et cette idée plus révolutionnaire, on va retrouver deux grands concepts dans l'autonomie, à la fois celui d'un corps intermédiaire et celui d'un droit des peuples. Corps intermédiaire dans le sens où l'autonomie pose la question de la gestion de l'État par le bas. C'est la question d'un pouvoir spécifique pour servir un intérêt spécifique lié à des réalités spécifiques qui sont celles d'un peuple, d'un pays. À côté de cela, il y a également une autre question, une question de principe, une question qui amène que l'existence en tant que peuple amène des droits politiques qui peuvent être ceux d'autonomie ou ceux de l'indépendance. Car bien sûr, depuis l'annexion française de 1532, il y a eu de multiples formes de revendications et d'affirmations des idées bretonnes, qui pouvaient référer à la fois à l'idée d'un corps intermédiaire ou celle d'un droit des peuples. Donc pour commencer, le concept avant le mot. Le concept moderne d'autonomie émerge tout d'abord autour de l'idée de région. Aujourd'hui, ça peut sembler évident, mais à la Révolution française, les anciennes provinces sont supprimées et il n'existe plus que les départements. Donc revendiquer une région était déjà un grand pas politique au XIXe et au XXe siècle. La mise en forme politique commence en 1898 avec l'apparition de l'URB, Union régionaliste bretonne. Dans ce mouvement divers, plusieurs tendances vont parfois s'opposer et vont débattre entre elles. Et ces périodes de débat intellectuel amènent à théoriser plus concrètement ce que peut être l'autonomie. L'année 1911 est en cela fondamentale. C'est une année où il y a énormément de publications et beaucoup de débats qui commencent à clarifier un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie. Je prendrai un exemple, un ouvrage intitulé « Vers une Bretagne organisée » et sous-titré « Enquête sur les libertés régionales et la formation des États provinciaux de Bretagne », publié par le comte de Lantivy-Trédion. Alors c'est un livre qui est une forme de discussion entre les différentes tendances du mouvement régionaliste, où différentes militantes et militants vont donner leur vision de ce que peut être la création d'une région Bretagne. Affirmer ces idées-là, à cette époque, est en soi assez radical, car il amène à revenir sur un des éléments de la tradition politique républicaine française, qui est celle de l'idée de volonté générale, issue de la pensée de Rousseau, et qui stipule qu'il ne peut y avoir d'intermédiaire entre le citoyen et l'État, que les citoyens doivent en permanence viser l'intérêt général et ainsi s'exprime une volonté générale et que toute forme de corps intermédiaire entre le citoyen et l'État est néfaste pour la souveraineté du peuple. Au XIXe ou XXe siècle, néanmoins, il y a plusieurs mouvements, plusieurs composants de la société qui remettent en cause cette idée d'absence de corps intermédiaire entre le citoyen et l'État, notamment l'apparition des partis politiques, des syndicats ouvriers. Et dans ce contexte de Troisième République, à la fin du XIXe siècle, où le parti syndicat assume d'être des corps intermédiaires légitimes dans le débat démocratique, les régionalistes se posent également l'idée que la région est un corps intermédiaire légitime. 1911, c'est aussi une époque où apparaît une autre tendance des mouvements bretons, qui est celle d'une tendance révolutionnaire,
qui se revendiquent séparatistes et indépendantistes. On peut citer notamment la publication cette année-là du manifeste séparatiste, la création du premier parti nationaliste breton, et également la publication d'un essai pour le séparatisme par Louis Leroux. Donc je vous cite un extrait de ce manifeste séparatiste, l'article 8, dit « Nous ne saurions accepter en effet la thèse régionaliste, humiliante pour notre amour-propre et notre dignité de Bretons. Nous considérons la Bretagne non comme une région du territoire français, mais comme une nation originale, asservie et opprimée comme la Pologne et l'Irlande. » Donc on voit que cette jeune génération, tous les signataires du manifeste, à l'exception d'Émile Masson, sont très jeunes, ont la vingtaine, sont plutôt sur une logique de rejet de la volonté régionale, de l'idée de région, de l'idée d'autonomie, pour privilégier uniquement la seule rupture radicale avec l'État français dans l'idée de séparation et d'indépendance. Malgré tout, dans leur texte, on voit le mot d'autonomie qui commence à apparaître dans certains paragraphes, certaines phrases, mais là, tout est un peu mélangé, c'est-à-dire que séparation, autonomie, indépendance veut dire plus ou moins la même chose, et c'est en fait l'idée de région à cette époque qui est critiquée par les séparatistes, qui renvoie à ce qui est l'autonomie telle qu'on la définit aujourd'hui. Ensuite, l'apparition du mot autonomie dans la société. Pour ça, il faut attendre l'entre-deux-guerres, avec le mouvement Brezatao, qui va créer en 1927 un parti autonomiste breton, et ce qui va contribuer à populariser le mot d'autonomie dans la population. C'est-à-dire que ce mouvement fait parler de lui dans la presse, et donc le peuple en entend parler et commence à définir les autonomistes comme étant toute forme de mouvement politique breton, même culturel. C'est-à-dire que ce soit des notables très modérés ou des militants indépendantistes très radicaux, dans l'esprit populaire, le mot autonomiste renvoie à tout cet ensemble. Alors d'où vient l'exemple? Pourquoi ces militantes et ces militants vont prendre ce mot d'autonomie pour le mettre sur le premier plan de la scène politique bretonne? L'inspiration, elle vient de l'Alsace. L'Alsace, où en 1926 se crée notamment la Heimatbund, vous excuserez mon alsacien, qui signifie l'Alliance patriotique. Et en Alsace, l'idée d'autonomie prend une importance considérable dans les années 20 et 30, pour une raison très simple, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, l'Alsace fait partie de l'Allemagne, et ensuite elle fait partie de la France. Et quand elle est intégrée à la France, après 1918, elle vit donc sous un régime d'État central, alors qu'avant cela, avant la guerre, sous l'État allemand, elle avait beaucoup plus de liberté locale et avec une forme de statut d'autonomie. Donc, ce parti autonomiste breton qui existe de 1927 à 1931 va considérablement travailler sur la théorisation de qu'est-ce que peut être l'autonomie, pour amener l'idée bretonne à se concevoir dans le cadre d'un État français fédéral et même d'une idée d'union européenne. Dans les années 20, il y a un mouvement pan-européen très fort qui commence à se mettre en place. Et les militants bretons, notamment Maurice Duhamel, qui est un des leaders du parti autonomiste, assument de poser l'idée bretonne dans un cadre idéologique beaucoup plus large, et donc non plus de défendre une indépendance, une rupture radicale, mais une autonomie de la Bretagne dans un cadre français et européen fédéral. Je vous cite un extrait du livre de Maurice Duhamel, « Le fédéralisme international et le réveil des nationalités », publié en 1928, où il nous dit « Si notre nationalisme se dresse contre l'internationalisme, s'il est incompatible avec ce grand rêve d'entente qui gonfle d'espérance le cœur des hommes d'aujourd'hui, s'il n'est qu'une forme trouble du passé, renvoyée à la surface de nos préoccupations par les remous qui agitent le monde moderne, et contraire à l'évolution générale des sociétés humaines, il est évident que nous pouvons faire le deuil de nos désirs d'indépendance. On ne va pas contre l'évolution, pas plus qu'un fleuve ne remonte vers sa source. » Alors ensuite, dans les années 30, il y a une division de ce parti autonomiste en différentes tendances, avec notamment l'apparition d'un parti national breton, beaucoup plus radical, et qui va toujours continuer à défendre l'idée d'autonomie officiellement, mais qui en réalité met ce concept un peu au second plan, car les leaders de ce mouvement, puis la base militante également, est persuadée que de toute façon, la question de l'émancipation de la Bretagne ne se réglera que d'une seule façon, une guerre de libération nationale sur le modèle irlandais, sachant que l'Irlande est devenue indépendante par une guerre d'indépendance quelques années avant, c'est encore très proche. Il reste 5 minutes, je vais essayer d'aller vite. Alors, pendant la guerre, il y a d'autres visions aussi de l'autonomie qui vont apparaître, mais sans grande suite, notamment celle défendue par Olivier Mordrel dans son journal Stur, qui va lui penser une autonomie comme un registre d'allégeance à l'Allemagne, à l'Europe construite par l'Allemagne nazie.
Et il demande même ouvertement aux indépendantistes bretons d'abandonner cette idée d'indépendance, d'abandonner toute idée de lutte armée de libération nationale, etc. Bien sûr, il y a d'autres tendances aussi à cette époque de la guerre. Souvent, le doigt est mis sur ceux qui, comme Mordrel, pensent allégeance à l'Allemagne. Mais dans la France libre, à Londres, il y a également des mouvements qui défendent l'idée d'autonomie. Dans la résistance également, il y a des militantes et des militants bretons qui continuent à concevoir que dans la Bretagne d'après la guerre, il y a un droit à l'autonomie et à la création d'une région qui s'impose. Ensuite, comment le mot et le concept vont s'articuler jusqu'à aujourd'hui? Comme je vous ai dit avant, il y a à la fois l'idée d'un corps intermédiaire et l'idée de droit des peuples qui peuvent se retrouver dans les différentes tendances des mouvements bretons. Après la guerre, la collaboration d'une petite partie du mouvement a forcément amené à décrédibiliser l'idée de droit des peuples trop ouvertement assumée et affirmée. Néanmoins, l'idée de corps intermédiaire, l'idée que le pouvoir de l'État doit aussi être géré au plus près du peuple et au plus près de ces territoires et de ces pays réels, reprend assez vite une importance. On pourra citer notamment la création du CELIB en 1950, qui est un regroupement à la fois d'hommes politiques, d'économistes, d'universitaires, qui vont concevoir notamment l'idée d'une loi-programme, une loi-programme pour la Bretagne, qui en fait est plus ou moins ce qu'on parle aujourd'hui d'autonomie. À côté du CELIB, il y a d'autres mouvements un peu plus politiques qui font aussi leur apparition. En 1957, le MOB, le Mouvement pour l'organisation de la Bretagne, qui ne met pas ouvertement le mot d'autonomie dans son nom, encore moins l'idée d'indépendance, mais qui affirme un discours de plus en plus clair sur l'idée à la fois de corps intermédiaire, mais aussi de droit des peuples, en pensant que les deux concepts sont forcément complémentaires. Autre mouvement de cette génération des années 60 puis 70 qui va contribuer à repopulariser le mot d'autonomie et le concept qui va avec, c'est l'Union démocratique bretonne, qui est issue d'une dissidence du mouvement pour l'organisation de la Bretagne, qui est officiellement autonomiste, qui l'assume sur le devant de la scène et qui permet de repopulariser cette idée en Bretagne. Ensuite, dans les années 70-80, d'autres mouvements font leur apparition. On peut citer le SPV, Strola de Pobrez en 1979, MGAN en 1983, des mouvements qui vont se revendiquer de l'indépendance, mais ces mouvements, même en étant indépendantistes, assument de dire que les autonomies qui se mettent en place dans l'Espagne post-franquiste, qui vont se mettre en place au Royaume-Uni, sont également des modèles d'organisation politique qui permettent de répondre à cette aspiration du droit des peuples et qui permettent une plus grande efficacité dans la gestion globale des affaires politiques d'un pays. C'est-à-dire qu'il y a un consensus qui se crée dans tous les mouvements bretons pour défendre à la fois l'idée d'un corps intermédiaire légitime à travers l'idée régionale et l'idée d'autonomie, et également celle du droit des peuples. Et quand un consensus se crée comme ça au sein de l'EMSAO, le cheminement de l'idée vers la société bretonne n'en est que plus efficace. Et on pourrait prendre également l'exemple du drapeau national moderne, le Gonadu, qui est derrière moi. Ce drapeau, il a été créé par le mouvement national. Il a été défendu de façon consensuelle par l'ensemble du mouvement, que ce soit politique ou culturel, et il a été, grâce à cela, réapproprié plus facilement par la société. Et il se passe petit à petit, au long de ce XXe siècle, le même phénomène. C'est-à-dire que puisque l'idée d'autonomie crée un consensus général dans les mouvements bretons, le peuple breton en reçoit si vous voulez, des échos de part de différentes tendances, différents groupes, différents mouvements. Selon les époques, l'idée d'autonomie revient en permanence. On peut le voir au XXIe siècle dans certains événements, comme notamment la révolte des bonnets rouges de 2013, où un slogan s'est imposé, celui de vivre, travailler, décider au pays. C'est-à-dire qu'on voit dans ce slogan une parfaite illustration à la fois de l'idée de corps intermédiaire, vivre, travailler, décider, donc l'idée d'avoir une gestion concrète des affaires politiques en local, mais au pays, donc l'idée aussi de l'existence d'un peuple et d'un pays qu'il y a derrière. Je citerai également un sondage qui date de 2019, assez récent, fait par DIBAB et Braille Civic Lab, qui montre que 64% des Bretons sont favorables à ce que la Bretagne prenne en charge des politiques publiques qui sont actuellement gérées au niveau national, et 62% favorables à la création d'une Assemblée de Bretagne
qui regrouperait le conseil régional et les conseils départementaux. Et bien sûr, on a vu la vidéo d'Azélis Gouet tout à l'heure, le vœu voté à la région par l'ensemble des partis politiques et donc par une majorité de partis politiques français sur la notion d'autonomie montre que ce concept, qui a travaillé depuis un siècle dans l'EMSAO, est en phase de réappropriation par la société. Et ainsi, l'histoire est maintenant encore à écrire et je ne doute pas qu'elle soit bel et bien en marche. Merci à vous. Merci Brasdit, Alain David Tolzel, Vargil, Var Histor, en Emrener et Sévrais. Un très grand merci pour cette remise en perspective historique. Alors, je vais tout de suite appeler, Alain, tu demandes à Zéza, tu sais, bon, je vais tout de suite appeler Yves Lebailly, qu'on a entendu tout à l'heure. Vous le connaissez comme géographe et écrivain. Il est bien sûr partisan de la réunification de la Bretagne et de son autonomie politique.